trop d'impôts tuant l'impôt, si on fait n'importe quoi, ça va avoir n'importe quoi comme résultat. Et cette mesure est une mesure typiquement à l'opposé d'un cercle vertueux. C'est un cercle totalement vicieux et c'est une mesure qui pousse au crime. Chaque objet d'art a une histoire à raconter, une histoire qui devient mythe, un mythe qui devient légende. Bienvenue dans Rosso Antico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Ici, vous entendrez les voix de celles et ceux qui le font vivre. Galeries, experts, collectionneurs, maisons de vente. Partez pour un voyage unique, où la tradition et le savoir-faire riment aujourd'hui avec l'innovation digitale et technologique. De nouveaux enjeux rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Venez avec moi, je suis Borna Scognamiglio et ça, c'est Rosso Antico. Avant de commencer l'épisode, laissez-moi vous parler de ArtEdge. ArtEdge est la première plateforme française dédiée à structurer des garanties financières sur mesure pour les ventes aux enchères. Que vous soyez une maison de vente, un vendeur ou un acheteur, cette solution vous ouvre de nouvelles perspectives. Pour les maisons de vente, ArtEdge permet de dynamiser les enchères et de renforcer la confiance des consignataires grâce à une garantie de prix plancher proposée par des garants professionnels. Pour les vendeurs, c'est la certitude que leur œuvre sera vendue dans des conditions sécurisées. Et enfin, pour les garants, ArtEdge, c'est l'opportunité de rejoindre un réseau exclusif d'investisseurs et de collectionneurs qui ont un accès privilégié à des œuvres de qualité muséale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.artedge.co. ARTHEDGE.co. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rosso Antico avec lequel nous inaugurons le format Le Talk, dont le but est de réunir autour d'une table des experts du secteur du marché de l'art afin de débattre des sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui agite tout l'écosystème du marché de l'art, le projet d'intégrer les œuvres d'art dans un impôt sur la fortune dite improductive, une mesure portée dans le cadre du projet de loi de finances 2026 et qui pourrait donc transformer en profondeur le marché de l'art français. Pour en débattre, j'ai réuni trois voix qui représentent chacune un pilier du secteur, c'est-à-dire les maisons de vente, les galeries et les experts. Je souhaite donc la bienvenue à Alexandre Giquelot, président du groupe Drouot et de la maison de vente éponyme. Merci, bonjour. Avec nous aussi Mathias Harijan, président du syndicat des négociants en art, porte-parole des galeries. Bonjour à vous. Et enfin, Judith Schoffel de Fabry, présidente de la Compagnie nationale des experts, garante de l'expertise et de la chaîne de confiance autour des œuvres. Bonjour. Bonjour. Nous aurons donc trois regards complémentaires pour comprendre ce que cette taxation pourrait provoquer. Déplacement d'œuvres, fragilisation des galeries, perte de compétitivité, baisse de la transparence, ou bien au contraire, une opportunité de repenser la fiscalité patrimoniale. Nous allons entrer dans le détail avec des questions directes et une analyse de ce qui attend le marché si cette réforme venait à passer. Commençons donc par vous, Mathias. Vous êtes donc l'auteur d'une lettre ouverte du Sénat adressée aux parlementaires qui sont en ce moment même en train de discuter le budget 2026. Et à cette lettre s'est jointe aussi une déclaration commune signée par la majorité des grandes organisations qui représentent le monde de l'art. Est-ce que je peux vous demander avant tout de résumer pour nos auditeurs le contenu de cet impôt sur la fortune improductive et la logique, s'il y en a une, d'insérer les œuvres d'art dans cette définition? Ben, écoutez, merci de nous donner la parole. Cet amendement, il est assez simple. Il a été voté à l'Assemblée nationale il y a une dizaine de jours. Aujourd'hui, je précise que ce n'est pas définitif puisqu'il arrive au Sénat. C'est simple, c'est un amendement qui a été voté qui prévoit d'intégrer les œuvres d'art dans l'assiette de l'impôt sur la fortune, qui sont qualifiées en fait d'improductifs selon eux. L'idée sous-jacente à ça serait en fait de taxer un patrimoine qui est jugé non créateur de valeur économique immédiate, donc quelque chose de statique. Or, nous sommes là pour en débattre. Les acteurs du marché savent tous que, les œuvres d'art, c'est bien entendu de l'émotion, de l'histoire, mais un actif extrêmement productif. Donc cela révèle, malheureusement d'une méconnaissance, totale de nos élus,
dans le domaine du marché de l'art et de la culture. Mais on est là pour justement, avec, la CNE, Dros, son président, Alexandre Gichello, heu, mettre les choses, plus au clair et défendre justement, cet axe de la culture française, de notre patrimoine, parce que c'est le collectionneur français qui est avant tout attaqué, à travers lui, nous en tant que galerie, mais in fine, ce sont même les institutions et les musées qui vont subir un appauvrissement. On en parlera, je pense, un petit peu plus tard. Voilà. Tout à fait, très bien. Mais écoutez, merci déjà pour cette, synthèse. Heu, Judith, je viens vers vous. La Compagnie nationale des experts, a à plusieurs reprises déjà souligné, que l'expertise est un rouage essentiel, pour le secteur où la confiance, peut être déjà sous tension, selon différents cas de figure. Mais comment cet impôt pourrait-il dégrader la transparence et déséquilibrer davantage, le processus, d'authentification et certification et valorisation, des œuvres d'art? Bah, en ce qui concerne l'authentification, je pense que notre travail, il va pas changer, c'est le même. On doit faire des certificats d'authenticité et décrire les pièces, c'est un travail d'expertise. En revanche, je pense qu'il faut, séparer le prix de la valeur. Quand vous parlez de valorisation, ça veut dire qu'il faut, essayer de donner un prix en toujours au-dessus. Mais la réalité, c'est qu'avec les époques, les prix changent, les modes, Heu et on ne peut pas prédire ça et la valorisation, elle dépend du contexte, du vendeur, de la provenance. Donc ça va changer beaucoup les choses et je pense qu'on va rentrer dans une période qui sera plus, opaque et les gens demanderont moins, ce genre de choses ou alors peut-être à la baisse, de peur d'être, imposés. C'est ça, donc il y a un risque concret que, les œuvres d'art, puissent être, dévalorisées, impactées et en fait, descendre en dessous, du seuil, plancher, dicté par cet impôt, c'est ça? Oui, c'est ça et d'autre part, je pense que la responsabilité de l'expert, face à une estimation de valeur, elle va être compliquée et par rapport à l'administration fiscale, heu, ça va être aussi très compliqué à gérer et après quelle valorisation et qui doit faire et combien d'experts, pour une même pièce dans le temps, revaloriser, et les valorisations par rapport aux époques, par exemple, dans certaines donations ou dans des héritages, quelqu'un a eu un tableau à 200 000 francs à une époque et quelqu'un a eu en équivalence un studio à Paris à 200 000 francs. Mais aujourd'hui, la valeur, elle est plus du tout la même et c'est pas du tout, équivalent. Donc je pense que, les hommes politiques parlent de choses qu'ils ne comprennent absolument pas. Je pense que c'est plus, une idée, politique que quelque chose de réellement, concret à mettre en place qui rapporterait de l'argent, c'est impossible. Absolument. Je souhaite, passer maintenant, avec vous, Alexandre. Les maisons de vente sont en première ligne face, aux arbitrages des collectionneurs. Hem, Quel est le scénario concret que vous redoutez pour l'écosystème des ventes françaises, et quelle est la position de Drouot et de vos confrères? Ah, il y a plusieurs choses, mais j'aimerais revenir juste une seconde sur cette idée essentielle de la différence entre le prix et la valeur. Moi, dans un inventaire il y a quelques années, j'ai eu à vendre une petite table 18e avec une petite table de salon 18e qui était, présentée par la famille comme ayant appartenu à Marie-Antoinette. Alors évidemment, la table n'appartenait pas à Marie-Antoinette et le seul problème, c'est que quand j'ai demandé des documents pouvant, justifier d'exemption de plus-value, on m'a apporté un acte de partage notarié de 1904 dans lequel il y avait d'un côté un lot composé de la table de Marie-Antoinette et de l'autre côté une maison à Rambouillet. Alors vous imaginez aujourd'hui, on a vendu, 40 000 € la table, je me souviens. C'était une très belle table, vous voyez 40 000 € c'est déjà beaucoup d'argent. Mais ça en dit long sur cette idée, l'objet d'art, la valeur, le prix, c'est 2 concepts très, très différents et je crois qu'effectivement c'est une méconnaissance totale. Je reviens aussi sur l'idée de confiance du marché, c'est-à-dire que
comme pour les experts, comme pour les galeries, c'est un milieu qui ne fonctionne que sur la confiance. Donc, aujourd'hui, il y a déjà des premiers symptômes d'une clientèle qui s'inquiète. Je sais que, la foire d'Art Basel Paris a extrêmement bien fonctionné et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'achats qui sont gelés dans l'attente des prochaines semaines, pour les clients français notamment. Donc effectivement, la confiance des collectionneurs est la clé de tout et ce qui nous a inquiété beaucoup, un peu plus cette fois-ci que les fois précédentes, parce que c'est un serpent de mer qui vient depuis 1981, cet impôt sur les objets d'art et qui régulièrement retourne, heu, d'où il est venu puisqu'il est, intellectuellement inacceptable. Mais, hem, là, il a été quand même c'est quand même passé en première lecture et ça à l'Assemblée. Alors on est très loin d'une ad de d'adopter la loi, mais ça a été pour la première fois, ça nous a un petit peu inquiétés et d'ailleurs les premiers effets, je vous dis, se font déjà ressentir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette mesure qui part d'un principe noble qui est celui de l'impôt. Moi, je suis très content de payer des impôts pour payer les hôpitaux, les écoles et cetera. C'est tout à fait normal. On est dans une situation financière en France, fiscale, compliquée, donc chacun doit faire des efforts. Mais trop d'impôts tuant l'impôt, si on fait n'importe quoi, ça va avoir n'importe quoi comme résultat. Et cette mesure est une mesure typiquement à l'opposé d'un cercle vertueux. C'est-à-dire c'est une mesure totalement c'est un cercle totalement vicieux et c'est une mesure qui pousse au crime, bien évidemment, si je prends cette expression, puisque si, dans un cas extrême, on imagine que cette mesure soit appliquée, bien évidemment ça va être, une série d'attitudes qui seront, les gens vont vouloir cacher, sortir les objets de France, le marché de l'art va s'écrouler, le ça va être une c'est cataclysmique et c'est à mon avis l'exact opposé d'un impôt judicieux et accepté par tous. Et justement, Mathias, pour revenir donc sur heu, l'insertion de ces œuvres, définies comme improductives, dormants. Vous, en tant que président du SNA et vos confrères et consoeurs, vous considérez bien sûr au contraire que, ces œuvres irriguent l'économie culturelle. En quoi, selon vous, cette vision politique, vous paraît-elle, déconnectée du fonctionnement naturel du marché et du rôle aussi social, finalement, des galeries? Tout à fait. Oui, oui, nous considérons que c'est une logique qui méconnaît totalement, la nature et le rôle, de l'art. Le marché de l'art soutient, comme vous le savez, des milliers d'emplois. On n'en parle pas assez. Il y a bien entendu les galeristes, les experts, les commissaires-priseurs, mais également tous les restaurateurs, les artisans, les transporteurs, les assureurs. Donc tout cet écosystème que font travailler, voilà, les galeries et les collectionneurs français, sera, mis à mal. Ça contribue directement à la balance commerciale et au rayonnement culturel de la France. Donc vous imaginez bien que c'est quelque chose, d'extrêmement important, sur lequel, je pense l'ensemble des Français ont ces voilà, est sensible. La culture française, c'est quand même le rayonnement culturel en France, c'est une des rares choses actuellement qui nous permet, voilà, d'exister à l'international. Je dis parce que, oh, il y a eu beaucoup de polémiques sur, plus d'industrie en France, beaucoup de choses. La culture française, on est tous là pour en témoigner, reste quelque chose qui interpelle le monde entier. Donc il faut pouvoir la défendre et en mettant à mal à la fois les galeries, mais surtout, j'appelle les collectionneurs, voilà, au 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 profit des collectionneurs étrangers. Peut-être qu'Alexandre Gicolo pourra nous donner davantage de statistiques plus tard, mais il me semble qu'il y a, vous voyez, pour vous dire déjà un effet, il y a 15 ou 20 ans, quand, maître Gicolo réalisait une vente, peut-être qu'il avait 50-60 d'acheteurs français et puis une quarantaine de pourcents d'acheteurs étrangers. Aujourd'hui, récemment, on a participé à un observatoire du marché de l'art qui nous annonce que c'est plutôt 70 d'acheteurs étrangers et 30 de collectionneurs français. Donc, essayons de les préserver parce que, in fine, ces collectionneurs, qu'est-ce que c'est? À travers les galeries, et ben, c'est ceux qui font les dons, qui donnent au musée, qui contribuent quelquefois financièrement aux expositions
ouvert au plus grand nombre. Donc, vous voyez, c'est les œuvres d'art ont vraiment sont un actif, à la fois culturel, mais aussi qui ont une vraie fonction économique et qu'il faut pouvoir préserver. Donc, classer l'art parmi les actifs improductifs, pour moi, revient à nier, son apport économique, éducatif et touristique. Et j'ajoute que la France, deviendrait, la seule nation européenne à pénaliser la détention d'œuvres d'art. À ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Donc en fragilisant le collectionneur et les institutions au détriment de l'étranger. Donc moi, je pense qu'il faut se battre là-dessus. L'art n'est pas un luxe passif, c'est un moteur, discret mais essentiel à la créativité, à l'emploi et à l'influence internationale. Donc il faut, mettre en carte, voilà, essayer de se battre contre cet amendement. Je pense qu'il y a quand même, le côté positif, une réelle prise de conscience. Comme vous l'avez vu, l'ensemble, des acteurs du marché, que ça soit les chambres d'experts, les syndicats comme le nôtre, toutes les associations, le groupement des commissaires-priseurs DROS s'est fortement mobilisé. On a été très réactifs, mais il faut quand même faire preuve de vigilance et pouvoir, porter une voix forte. J'ajoute, excusez-moi, pour rebondir ce que sur a dit Alexandre, il a tout à fait raison. Moi, je pense que même in fine, pour les recettes de l'État et pour Bercy, ce serait un impôt qui serait contre-productif. Voilà, je le dis, c'est même pas, voilà, c'est même pas, des recettes qui vont arriver, ça va être des moins-values. Donc, je pense que c'est voilà et puis les valeurs, également, quelle est la réelle valeur d'un objet? Je suis sûr que si je mettais, une œuvre d'art chez Maître Giquelot, le jeudi, elle ferait X, le lendemain, elle ferait Y et le dimanche, elle ferait Z. Et quelle est la réelle valeur d'une œuvre? Est-ce que c'est la valeur d'un expert de la SNE? Est-ce que c'est la valeur d'une galerie? Est-ce que c'est la valeur que donne un commissaire-priseur? Tout ça, c'est source à polémique et je crois qu'on rentre dans un terrain avec des discussions infinies et même pour les pouvoirs publics, de pouvoir déterminer, la valeur précise d'une œuvre, c'est quelque chose d'impossible. Autant on peut le faire, sur un appartement, sur une zone, puisqu'il y a une zone géographique avec des ventes précises au mètre carré. Une œuvre d'art, il y a l'émotion qui rentre en compte, il y a l'histoire, on l'a dit, il y a la provenance, il y a beaucoup de choses qui rentrent, dans ces paramètres et c'est la vérité d'un jour. Donc de taxer les œuvres d'art sur quelle base finalement? Tout à fait, tout à fait. Et Alexandre, moi, j'entrevois dans cette, imposition aussi un autre risque. Alors, vous êtes désormais, un hôte régulier de notre podcast. Donc, quand on a parlé, discuté lors de l'épisode, avec vous de la réglementation européenne sur les provenances, des objets, archéologiques ou, ayant plus de 200 ans d'antiquité, eh bien, moi, si je considère un scénario apocalyptique, c'est-à-dire que disons que cette, loi fiscale était approuvée, eh bien, fuite des objets d'art vers d'autres pays hors UE, comme UK, Suisse, ou les États-Unis. Et en fait, ne pensez-vous que cela justement constituerait un danger pour le patrimoine culturel français, mais aussi européen? Pourquoi? Parce que ce patrimoine, il est déjà soumis à la réglementation européenne qui, rappelons-le, règle les importations et les exportations des objets, hors ou, dans l'UE, qui, oblige à fournir des provenances sur les objets et qui donc, rendrait encore plus compliqué tout type de rapatriement futur. Est-ce que c'est moi qui suis trop pessimiste ou Non, non, mais enfin, tout est lié. Je rebondis sur ce qui a été dit, précédemment en lien avec ce que vous dites. Le marché de l'art français est un des éléments les plus puissants du soft power à la française. On sait à quel point aujourd'hui que ce concept politique du soft power est important. Les Chinois nous le rappellent tous les jours et je rappelle que après guerre les Américains l'avaient bien compris avec l'art contemporain. Donc ça, c'est un élément très important. Deuxièmement, heu, effectivement, comme Mathias l'a très bien dit, la mise en place d'un tel système, déjà, est très, mmh, potentielle parce que enfin, énigmatique puisque à mettre en place, ça serait diabolique. Ça rapporterait, on a fait des calculs, 100-200 millions alors que le marché de l'art en France rapporte en
impôts directs, indirects, et cetera, plus d'1,7 milliard, vous voyez? Donc on est vraiment dans la contradiction la plus totale et effectivement, les réglementations sont utiles, sont importantes, pour un marché de l'art, qui est, sain, où la confiance, doit être, la parole centrale, mais ne pas être un empêchement, ne pas être un empêchement à effectivement des bonnes pratiques professionnelles, de la circulation des objets d'art, mais la libre circulation libre, pas contrainte. Là, on a peur qu'elle devienne contrainte et que beaucoup d'objets s'enfuient et dernier point qui est pour moi très important également et Mathias l'a bien dit, on a sous-estimé gravement l'aspect mécénat, c'est-à-dire que aujourd'hui les collections publiques s'enrichissent à un pourcentage extrêmement élevé, j'ai pas les chiffres en tête, mais à mon avis, c'est plus de 80-90 par le mécénat et non pas par les ressources, le budget de Pompidou, c'est 25 millions d'euros, je crois, donc vous voyez, et il a reçu l'année dernière où il y a, je crois 250 millions d'euros. Donc on est, de mécénat. Donc on est dans une situation absurde qui n'a aucune logique, si ce n'est une logique, mortifère. Tout à fait. Et Judith, je reviens vers vous pour, savoir en fait la Compagnie nationale des experts. Est-ce qu'elle appelle donc les pouvoirs publics à reconsidérer cette proposition? Comment on peut encore, dialoguer avec les professionnels du secteur que vous êtes? Comment en fait ça se passe, en coulisses aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore, moyen, d'aller voir, les sénateurs, et leur faire comprendre s'il y a encore, quelqu'un qui est un peu, heu, de la raison, en tête? Et quel est le message que vous aimeriez leur adresser, au vu de la levée de boucliers importante qui s'est créée? Bah, je vais répéter, comme vous l'avez dit au départ, un peu ce que Mathias et Alexandre ont dit, hein, et puis pour se faire entendre, il faut qu'on soit tous ensemble pour avoir plus de poids et c'est tous, les organes du métier du marché de l'art et des métiers de l'art qui parlent d'une même voix. Les conservateurs, par exemple, ce que Alexandre disait tout à l'heure, ils comptent sur les dations, les donations aux musées par rapport aux collectionneurs privés. C'est énorme, ils ont des budgets qui ne cessent de se restreindre, donc les collectionneurs privés, doivent donner, donnent et ont plaisir à donner à la France. Là, on va les restreindre et ça permet aussi de faire des expos temporaires. Il y en aura plus si on n'enrichit pas le fonds des musées. C'est hyper important et ça va ralentir tout, voire annuler et il y aura beaucoup d'objets, soit les gens les garderont, soit ils vont s'endormir et rentrer dans un monde opaque et ils vont plus être heu dans des expos, plus montrés et ça va rester caché par peur, par une crainte qui est peut-être irrationnelle, mais qui est quand même là parce que ce sont des mesures un peu même fortement inquisitoires, hein, je trouve. C'est rentrer chez les gens, heu, d'une façon qui est, comme un reproche. On reproche aux gens parce que l'art, c'est s'attaquer à l'art, c'est s'attaquer à un symbole. C'est éminemment politique. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ça ne rapportera a priori rien, ça coûtera beaucoup plus cher et la mise en œuvre, de ces m pour obtenir de l'argent de ces mesures est juste ingérable. Je vois pas comment on peut humainement faire ça. Oui, si je puis me permettre, il y a aussi, c'est important de le mentionner, je crois. Vous savez, là, donc on est focalisé sur les gens fortunés, avec des grands patrimoines et on ne dit pas assez les choses. Moi, je me mets aujourd'hui, heu, dans la peau d'un jeune collectionneur qui travaille en France, qui est passionné par l'art, qui va ou à Drouot ou qui va sur un salon, d'art moderne, contemporain, ancien, ce que vous voulez et qui a envie de soutenir même la création artistique française ou notre patrimoine quelque chose et qui a quelques milliers d'euros. Alors vous allez me dire: «Oui, mais quel est le rapport?» Le rapport, il est le suivant parce que moi je fais un rétropédalage. J'ai toujours été passionné par ce métier depuis mes 15 16 ans et j'ai commencé avec, très, très peu de moyens. Mais psychologiquement, le signal que ça envoie pour un jeune collectionneur qui serait prêt à dépenser 2 000, 3 000, 4 000 € à Drouot
ou chez un expert ou dans une galerie, quelle est sa pensée aujourd'hui? De dire: «Ben, je vais non, pour le moment, je préfère attendre», parce qu'aujourd'hui, ça concerne les grands patrimoines, mais demain, c'est toute la culture qui va être touchée. Et ça, je pense qu'il y a un côté psychologique qu'il faut pas négliger. Moi, je me mets en opposition en disant que ça ne concerne pas que les gens très fortunés de notre pays, mais ça touche strictement tout le monde. Voilà. Psychologiquement, aujourd'hui, il peut y avoir une paralysie du marché, même pour des gens, vous voyez, des petits collectionneurs, des amoureux qui défendent aussi, qui relaient notre histoire. Parce que c'est à travers ces petits collectionneurs, on voit toujours, des records sur records. Je me réjouis qu'à Draw, il y a eu un record sur un Picasso à 32 millions. Mais la réalité du marché, c'est des choses qui sont à quelques centaines d'euros, aux milliers d'euros. Et ça, c'est soutenu par qui? Par nos collectionneurs français. Aujourd'hui, c'est un signal extrêmement négatif qu'il aurait envoyé. Voilà, et ça, je tiens à le souligner, un appauvrissement pour les musées à travers les dations ou donations in fine, du mécénat, mais aussi sur les petits collectionneurs qui peuvent avoir un doute de dire: «Oh là là, mais en ce moment-là, bah, finalement, attendons de voir ce qui se passe». Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très malheureux. Il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience de nos politiques. Voilà, il est jamais trop tard pour bien faire. Il y a cet amendement qui est passé à l'Assemblée nationale. On compte sur nos sénateurs ou même à l'Assemblée nationale pour une véritable prise de conscience. Je voudrais rappeler, à nos élus qui semblent l'ignorer, que même le Louvre ne pouvait donner une valeur aux bijoux volés. Et vous voyez que les Français, derrière leur écran, ont été scandalisés et espèrent tous qu'on les retrouvera. C'est symbolique. C'est une belle conclusion, je crois, Judith. Non, mais vous avez tout à fait raison et on espère que justement les politiques et les représentants de la nation pourront nous entendre et entendre votre voix. Alexandre, vous avez quelque chose à rajouter? Non, oui, non, mais tout a été dit, mais pour répondre directement à la question que vous avez posée sur la façon dont la profession, dont les acteurs du marché de l'art, qui sont très unis, il faut le signaler parce que ça fait, moi ça me fait plaisir. On s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout organisé justement en termes de lobby et cetera, et on apprend vite, je peux vous dire, et donc on est effectivement aujourd'hui en contact avec des élus locaux, des députés, des sénateurs, et effectivement il faut vite se mettre en ordre de marche, ce qu'on a fait, et pour lutter contre effectivement une spéculation qui existe, mais qui est l'arbre qui cache la forêt, puisque le panier moyen en France, heu, du marché de l'art, c'est quoi? C'est 2 000 €, 3 000 €, quelque chose comme ça, même pas, peut-être. Oui, Donc on est très loin effectivement de ces milliardaires étrangers qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, continueront à acheter à des prix extravagants, des objets qui sont, dont on parle beaucoup, mais qui constituent pas le cœur du marché de l'art. absolument. Eh bien, bah, écoutez, merci beaucoup à tous les 3 pour la clarté et la précision de vos analyses et de vos propos. On espère que, bien sûr, la situation, évoluera en positif dans les semaines qui viennent, bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus pour en discuter ici, sur notre podcast. Rosantico restera toujours un espace ouvert aux professionnels du secteur pour, décrypter l'actualité, et aider les auditeurs à comprendre un peu les enjeux qui façonnent le marché de l'art. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu et dans le futur, nous allons, l'utiliser davantage pour des talks aussi passionnants que celui que vous venez, d'écouter. Je remercie encore, nos invités, Judith, Alexandre et Mathias, pour, votre présence et votre temps. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous Bah, merci. Merci à vous. Merci à vous. et je vous souhaite une, excellente journée. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.